Donc, bienvenue à tous. Alors, je ne suis plus la présidente de Francopa, hein, pour être clair, mais je ne sais pas si donc Philippe Hubert est présent. Je n'ai pas Non, l'impression il là, n'est pour pas le là. moment. Alors, par contre, Laure Geoffroy en est la directrice, hein, de Francopa. C'est bien ça, Laure, hein? Donc, Oui. oui, bon, voilà. Alors, je pense que ça peut être Laure, en tant que directrice, qui introduise peut-être Alexandra. Vas-y, peut-être un Alors, petit mot de déjà, Francopa aussi, oui, hein. déjà, donc, on a dans le cadre des activités de Francopa, on propose maintenant on va essayer de proposer des webinars régulièrement. Donc, pour le premier d'entre eux, on accueille Alexandra Benchois, qui est la lauréate du prix Kassler 2023. Donc, le prix Kassler, c'est le prix décerné par la LFDA, donc euh, la Fédération de droits La animaux et fondation, la fondation. la Fondation euh, pour le droit animal éthique et scientifique. Donc Alfred Kessler a été prix Nobel et est le fondateur de cette association et il a été son président de 1979 à 1984. Et donc tous les 2 ans, la LFDA décerne ce prix à un chercheur qui développe une thématique dans le cadre des 3 R et du respect du, du droit animal et de l'utilisation des animaux de laboratoire. Donc, on accueille ce matin Alexandra Benchois, qui est directrice de recherche au Centre d'études des cellules souches à l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques, qui a mis au point une méthode expérimentale permettant de ne pas utiliser l'animal dans le cadre de recherche d'un nouveau traitement contre les maladies neurologiques ou psychiatriques telles que la schizophrénie. Donc, je vous laisse partager votre Ouais, écran je et vais voir si ça marche. Voilà, et je voudrais ajouter simplement que je présidais le jury de ce prix, cette année comme il y a 2 ans d'ailleurs. Et donc, nous avons décidé à l'unanimité du jury d'attribuer ce prix à Alexandra Benchois pour la qualité du travail et puis aussi l'ouverture que ça faisait dans le cadre des méthodes alternatives. Eh ben alors c'est parti. Donc je vous remercie vraiment pour l'invitation parce que c'est important pour moi de médiatiser un peu ce prix et de faire un peu de sensibilisation. Donc voilà, je suis ravie d'en parler. Donc c'est effectivement un prix qui a été remis par la Fondation Droit et Éthique Animal que j'ai reçu en janvier 2024. Pour une méthode alternative à l'utilisation d'animaux en recherche, et sachant que moi je travaille plus particulièrement sur la recherche de molécules thérapeutiques en neuropsychiatrie. Donc juste pour me replacer, donc je suis Alexandra Benchois, je vais juste essayer de déplacer le... Non, ça ne marche pas. Je travaille à l'Institut ISTEM, qui est localisé à Évry, donc c'est pas hyper sexy, mais... Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc à côté de Paris, c'est un institut qui est entièrement dédié à l'utilisation des cellules souches humaines pour explorer et traiter les maladies génétiques rares. Donc on les utilise pour faire de la modélisation de ces maladies et puis pour rechercher 2 types de thérapeutiques, soit des approches de pharmacologie, donc des médicaments, soit des approches de thérapie cellulaire, c'est-à-dire d'utiliser ces cellules pour de la greffe. Donc moi je travaille exclusivement sur les axes pharmacologiques et je dirige 2 équipes. La première qui s'appelle Neuroplasticité thérapeutique et qui est en fait dédiée à l'étude et au traitement des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant, d'origine génétique toujours. Et je dirige aussi l'équipe de recherche et innovation technologique et la plateforme STEMcare, qui inclut notamment la plateforme de criblage à haut débit pour la recherche pharmacologique. Je vais essayer de passer la diapo.
Voilà. Donc juste, mon centre d'intérêt sont les maladies neurologiques et psychiatriques qui ont une composante développementale, c'est-à-dire qui se mettent en place pendant la grossesse ou chez les très jeunes enfants. Comme par exemple, les troubles les plus connus, ce sont les troubles neurodéveloppementaux comme les troubles du spectre autistique ou par exemple l'épilepsie. Mais il faut savoir que dans certains troubles psychiatriques, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, il y a aussi un défaut de mise en place du cerveau pendant le développement qui aboutit à ces troubles ensuite à partir de l'adolescence. Et on pense même qu'il y a une composante développementale dans des maladies qui apparaissent beaucoup plus tard, comme les maladies neurodégénératives, notamment la chorée de Huntington, la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Parkinson. C'est-à-dire qu'il y a un petit défaut de développement qui va entraîner plus tard chez l'adulte les symptômes. Le point commun de tous ces troubles neurodéveloppementaux, c'est que ils vont atteindre la connectivité entre les neurones, c'est-à-dire que pendant le développement, il va y avoir un souci dans la façon dont les réseaux de neurones qui relient les différentes parties du cerveau entre elles se mettent en place. Et notamment une atteinte dans la connectivité au niveau des synapses des neurones. C'est les petits points de connexion vraiment physiques, c'est les petits points qui ressemblent à des étoiles là, physiques entre les neurones par lesquels ils communiquent. Et ces synapses, elles sont vraiment très très particulières, elles sont vraiment propres à ce type de cellules et au cerveau, puisqu'en fait la communication va se faire via des médiateurs chimiques et via le transfert d'électricité. Et ça, c'est vraiment une particularité qu'on ne retrouve que dans ces cellules, qu'on ne peut pas modéliser avec d'autres types cellulaires. Et enfin, faut savoir que les troubles neurodéveloppement, ils ont une origine la plupart du temps complexe, qui va mêler la génétique de la personne, l'environnement du fœtus, s'il est exposé par exemple à certains médicaments ou à certaines toxines, et aussi le contexte biologique, ce qui est un petit peu moins connu, puisque par exemple, pour les troubles neurodéveloppementaux comme les troubles du spectre autistique, il y a plus de chances de développer un trouble du spectre autistique lorsqu'on est un garçon, à cause des hormones androgènes dans lesquelles le cerveau du fœtus baigne, que lorsqu'on est une fille. Et par exemple, pour les maladies neurodégénératives, effectivement, le contexte biologique, c'est tout simplement l'âge. Nous, donc, on travaille exclusivement sur les maladies du développement qui aboutissent à des troubles chez l'enfant, notamment les troubles du spectre autistique. Et on recherche des médicaments pour ces troubles avec une approche qu'on appelle le criblage à haut débit. C'est une approche un peu particulière où on va pas forcément essayer de designer une molécule en fonction d'une cible dans la cellule ou d'une cible moléculaire, mais on va plutôt essayer de modéliser un problème biologique avec des cellules et ensuite on va cribler de façon arbitraire des collections entières de composés chimiques sans avoir d'a priori sur leur structure chimique vraiment. Donc à ISTEM, on a différents types de collections. On a des collections très précises d'une centaine de molécules, mais on a surtout 4000 composés qui représentent les 4000 principes actifs des médicaments qui sont déjà sur le marché. Et ça, c'est très important pour nous, pour les maladies rares, parce que ça va nous permettre de trouver des médicaments déjà sur le marché qu'on peut donner directement à nos patients. Mais il y en a donc 4000, ce qui est quand même un grand nombre. Et lorsqu'on travaille avec des industriels et qu'on veut cribler leur collection à eux, qui sont des nouvelles entités chimiques, vraiment leurs produits de synthèse, on peut monter jusqu'à 1 million de molécules dans la collection. Donc évidemment, on teste ça sur des modèles cellulaires qui reproduisent les maladies. Et évidemment, on ne le fait pas à la main, parce que tester même 4000 molécules à la main, ça fait entre 4000 et 12 000 conditions expérimentales si on veut faire des réplicas aux différentes doses. Donc, on le fait dans des formats miniaturisés. Donc là, vous avez l'exemple des plaques 384 puits qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on va ensemencer des cellules dans 384 petits trous. On va utiliser entre 20 et 60 plaques pour pouvoir avoir toutes les conditions expérimentales et donc cribler toute la collection en parallèle. Et c'est évidemment pris en charge par des automates de criblage. Donc, ce sont des manipulations qui globalement consomment énormément de cellules. Alors, pour faire du criblage à haut débit sur les maladies neurodéveloppementales, idéalement, je dis, on crible les chimiothèques sur des activités biologiques. Donc, il faut vraiment reproduire ce qui se passe
dans la pathologie de façon le plus fidèle possible. Et dans nos pathologies, on veut donc modéliser un défaut de développement, donc de différenciation des neurones et de connectivité entre eux. Donc, on ne peut pas modéliser ça avec autre chose que des neurones. Et comme c'est des pathologies humaines, vraiment très spécifiques de l'humain, idéalement avec des neurones humains. Alors, un petit problème pour nous, hein. Le cerveau humain adulte, c'est très compliqué évidemment d'aller chercher des neurones chez une personne vivante. Vous comprenez aisément pourquoi, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Donc, il faudrait pouvoir prendre les cellules souches qui vont donner les neurones pour pouvoir récapituler le développement de ces neurones in vitro. Mais les cellules souches dans le cerveau adulte humain, elles existent, mais elles sont situées en plein milieu. Donc, une fois de plus, impossible d'aller les chercher chez un adulte. Pour une raison qu'on ne connaît pas, en dehors d'être extrêmement rares chez l'adulte, elles ne survivent pas post-mortem, donc on ne peut même pas les extraire à partir de cadavres, pour parler poliment. On peut éventuellement les obtenir à partir de fœtus humains obtenus par interruption médicale de grossesse, donc par IVG, mais là encore, vous comprenez qu'il y a un aspect éthique qui peut être problématique. Et puis, bien sûr, la ressource n'est pas, assez en quantité suffisante pour prétendre faire faire des expériences qui consomment beaucoup de cellules, qu'il faut répéter plusieurs fois. C'est impossible. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas utiliser des lignées cellulaires autres, comme par exemple des lignées cancéreuses ou bien, pourquoi pas, des cellules sanguines ou des fibroblastes, parce que par définition, ils ne sont pas capables de créer ces fameuses connexions. Ils n'ont pas le même métabolisme que les neurones. C'est des cellules qui prolifèrent, que les neurones ne prolifèrent pas. Donc voilà, c'est très compliqué. Travailler avec de l'humain, c'était quasiment impossible. Donc pendant des années, on s'est tourné vers les cerveaux embryonnaires de rongeurs. Puisque dans les cerveaux embryonnaires de rongeurs, on peut extraire des cellules souches progéniteurs des neurones pour pouvoir obtenir ensuite des neurones. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre des femelles gestantes, à en extraire les embryons à des âges de post-conception très précis en fonction des types de neurones que l'on veut. Ensuite, on récupère les cerveaux. Il y a une dizaine d'embryons en général par femelle, et on va découper spécifiquement sous une loupe binoculaire la partie du cerveau qui va donner les futurs neurones auxquels on s'intéresse. Donc, par exemple, quand on veut modéliser les troubles du spectre autistique, c'est plutôt les neurones du cortex. Donc, on va plutôt découper la petite partie qui est en avant, là, si vous voyez ma flèche, qui s'appelle le forebrain. Si, par exemple, on veut travailler sur une maladie qui touche les neurones dopaminergiques, par exemple la maladie de Parkinson, ou moi je travaille sur une autre maladie qui est la maladie de Leschnayan, il faut aller découper la petite partie ventrale ici, le midbrain. Et une fois qu'on a découpé cette toute petite partie, donc on la dissèque et on la met en culture et on obtient ces petites boules qui vont proliférer, qui vont former des neurones. Alors ça c'est bien gentil, mais évidemment vous vous doutez que si on veut faire un criblage d'une chimiothèque en entier, même si c'est des techniques dites in vitro, ça consomme énormément d'animaux parce qu'il faudrait une vingtaine de femelles gestantes à minima pour avoir le nombre d'embryons requis. Si on veut remplir nos 60 plaques 384 puits. On a des gros problèmes de robustesse et de répétabilité parce que dans une portée, il y a plusieurs embryons, mais ils n'ont pas tous exactement le même âge de conception. Donc, ou le même développement in utero, donc il y a une grosse variabilité entre les cellules qu'on va récupérer. En plus, il faut plusieurs femelles gestantes. C'est manipulateur dépendant, parce que vous l'avez vu, on le découpe à la main. Donc, en fonction du doigté du manipulateur, s'il repère bien les zones, on n'a pas forcément le même résultat. Et c'est forcément très embêtant en termes de robustesse et, comme je vous le disais, de répétabilité, parce que quelquefois, on va vouloir cribler la chimiothèque en plusieurs fois, la collection de composés chimiques, où on a besoin de répéter plusieurs fois le criblage et on a des résultats complètement différents. Donc, il y a un vrai problème éthique en termes de consommation d'animaux, mais il y a aussi un vrai problème au niveau de la pertinence du modèle, d'autant plus que j'ai pas forcément besoin de vous expliquer que le cerveau d'une souris est quand même très peu reproductif du cerveau d'un être humain. Donc, quand on s'intéresse à des troubles très humains comme les troubles du spectre autistique ou les maladies psychiatriques, on a parfois des manques. Et dans le cas des maladies génétiques rares sur lesquelles je travaille, ça voudrait dire qu'il faudrait créer un modèle de souris ou de rat transgénique pour chaque maladie. Il y en a plus de 6000. Donc là aussi, on est face à une potentiellement une grosse consommation d'animaux.
Donc pour pallier à ce problème, il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé de me tourner vers les cellules souches pluripotentes humaines pour produire des neurones humains dans des boîtes de pétri et pourquoi pas les utiliser pour le criblage de molécules. Alors les cellules souches pluripotentes, ce sont des cellules souches, donc ce sont des cellules mères qui sont capables de fournir les types cellulaires d'autres types cellulaires. C'est des mamans. Les cellules souches pluripotentes, elles ont, comme toutes les cellules souches, la capacité d'auto-renouvellement, c'est-à-dire qu'elles sont pendant un certain temps capables de se diviser à l'identique en gardant toutes leurs propriétés de différenciation, et ça sans qu'on ait à modifier leur génome, contrairement par exemple aux cellules immortalisées en culture dans lesquelles on est obligé d'introduire un oncogène pour pouvoir les maintenir. Là, les cellules souches pluripotentes, elles se divisent potentiellement à l'infini. Donc, on peut en produire une très grande quantité au laboratoire. Elles ont la capacité de différenciation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on leur demande, on les instruit, elles sont capables de donner des types cellulaires différenciés. Et dans le cas des cellules pluripotentes, ça vient de plura, nombreux, et potentiel, donc c'est un potentiel nombreux et varié. Les cellules pluripotentes, elles sont tout simplement capables de reproduire tous les types cellulaires d'un organisme, donc plus de 216 chez l'homme. Donc vous comprendrez que c'était une source vraiment très importante pour nous, parce que ça veut dire qu'on peut, déjà ce sont des cellules humaines, donc on a vraiment le génome humain à analyser, on travaille vraiment sur le génome humain. On peut, grâce à l'autorenouvellement, en faire de l'amplification de masse, et grâce à la propriété de pluripotence, lorsqu'on a assez de cellules, les instruire pour produire les sous-types de neurones du cerveau sur lesquels on veut travailler. Alors on travaille avec deux types de cellules souches pluripotentes. Les premières, ce sont les cellules souches embryonnaires, qu'on a historiquement depuis 1998 et les travaux de James Thomson. C'est vraiment le modèle qu'on préfère, c'est le modèle physiologique, c'est les vraies cellules souches pluripotentes de l'organisme. Elles proviennent du blastocyste, c'est-à-dire de l'embryon entre 5 et 7 jours post-conception. Et on les obtient en découpant la masse interne de ces blastocystes, donc la petite zone qui est ici, et en les plaçant en culture. Et les blastocystes sur lesquels on travaille, ce sont des embryons qui ont été obtenus par fécondation in vitro. Alors, ils ne sont pas produits pour les cellules souches, ils sont produits par fécondation in vitro pour des couples stériles. Donc, c'est un processus médical avant tout. Mais dans ce processus médical, il y a des embryons surnuméraires, soit tous de très bonne qualité, mais tout simplement, on ne peut pas tous les implanter dans la maman. Et dans ce cas-là, après, ils peuvent être conservés dans l'azote, mais après 5 ans, on estime que de toute façon, ils sont plus blancs à implanter. Donc, le couple peut décider de les céder. Ou bien, il y a des embryons surnuméraires parce que tout simplement, leur qualité est bonne, mais pas suffisamment pour être implantés. Donc, dans les deux cas de figure, le couple peut décider de les donner à la recherche et on les récupère pour les cellules souches. Donc, ça, c'est vraiment le modèle physiologique qu'on a au laboratoire. Et depuis la découverte du professeur Yamanaka en 2007, on a aussi maintenant les cellules souches induites à la pluripotence, qui sont aussi formidables. On les appelle le patient dans la boîte, no patient in petri dishes. En fait, ce chercheur japonais a trouvé une méthode pour pouvoir prélever les cellules somatiques de n'importe quelle personne, donc soit des cellules de la peau ou des cellules du sang, donc par des méthodes peu invasives. Et en y appliquant 4 facteurs de transcription, il a montré qu'on pouvait inverser le processus de différenciation, c'est-à-dire les reprogrammer pour qu'elles refassent tout le trajet en arrière, et redonnent des cellules qui ressemblent aux cellules embryonnaires. C'est pour ça qu'on les dit induites à la pluripotence. Donc c'est évidemment extrêmement puissant, puisque là on peut virtuellement travailler à partir de n'importe quel individu sain ou avec n'importe quelle maladie et pouvoir étudier ces cellules. Et donc pour cette découverte, le professeur Yamanaka a eu le prix Nobel en 2012. Donc une fois qu'on a nos cellules pluripotentes de patients ou les cellules contrôle, le gros de notre travail a été effectivement de leur apprendre à faire les différents types de neurones sur lesquels on voulait travailler. Pour les troubles du spectre autistique, on s'intéresse particulièrement aux neurones du cortex, aux neurones dopaminergiques et aux neurones sérotoninergiques. Donc, je vais vous parler plutôt des cellules du cortex aujourd'hui, un petit peu des dopaminergiques. Mais en gros, il faut leur faire tout le processus développemental pour obtenir spécifiquement ce type de neurones et pas un autre, et des vrais beaux neurones qui sont capables de se connecter entre eux.
Une fois qu'on a réussi ce travail, on peut comparer les neurones de patient et les neurones contrôle par différentes techniques, donc l'électrophysiologie, l'immunocytochimie ou l'expression de gènes. Le but, c'est de trouver des différences significatives entre les deux pour pouvoir tester les futurs médicaments. Et une fois qu'on a trouvé la différence et qu'on en est satisfait, on va miniaturiser la culture de neurones, la faire prendre en charge par l'automate et développer un essai pour pouvoir mesurer cette différence aussi à haut débit et pouvoir exposer ce modèle aux différentes collections de molécules chimiques pour pouvoir identifier le candidat médicament. Donc la première étape, comme je vous le disais, et c'est pour ce travail qu'on a eu que j'ai reçu le prix, ça a été de passer des cellules pluripotentes aux sous-types de neurones d'intérêt et à la miniaturisation pour la prise en charge par les automates. Donc au niveau, pour obtenir les protocoles de différenciation en culture, on essaye de récapituler le développement embryonnaire du cerveau. La première étape, c'est la gastrulation et la formation du tube neural. Donc, c'est vraiment les étapes les plus précoces à 3 semaines de grossesse. Donc, c'est très, très précoce, qui vont faire passer ces cellules souches capables de faire tout et n'importe quoi à des cellules qui savent qu'elles doivent faire du cerveau. Et une fois qu'on a ce tube neural, dans l'embryon, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment un tube tout rond. Il va y avoir différentes molécules qu'on appelle des morphogènes qui vont agir sur ces cellules du tube neural pour leur instruire leur régionalisation, à quelles futures zones du cerveau elles vont appartenir. Donc il y a certains morphogènes à certaines doses, à certaines combinaisons qui vont instruire les cellules selon un axe antéro-postérieur, donc rostrocaudal, donc ils vont leur dire si elles sont plus ou moins en avant ou en arrière du tube. Et d'autres morphogènes qui vont aussi agir pour leur dire si elles sont plus ou moins dorsales ou ventrales. Et une fois qu'elles ont leur position, ça leur indique quel type de neurones elles doivent produire. Donc nous, par exemple, on voulait instruire les cellules qu'il faut aller en avant et sur le dos, puisque c'est de là que vont émerger les neurones du cortex. Et dans d'autres cas, on voulait leur instruire à aller plutôt vers le milieu, vers le ventre, donc vers le midbrain ventral, parce que c'est là que vont émerger les neurones dopaminergiques. Alors tout ça, c'est un petit peu de recherche compliquée, mais globalement, on aboutit à ce genre de protocole. Alors l'idée, c'est pas de retenir toutes les molécules, c'est plus que vous preniez conscience qu'en fait, on va travailler avec différentes combinaisons de morphogènes, différentes concentrations et différents enchaînements de ceux-ci pour obtenir un type de neurone en particulier. Donc à chaque fois, on a la première étape qui est commune à tous les types de neurones, qui est gastrulation-neurulation, qu'on obtient en 10 jours avec un certain cocktail. Et une fois qu'on a ces cellules dites neuroépithéliales, on les expose à différentes séquences d'autres morphogènes. Donc en haut, vous avez pour fournir des neurones dopaminergiques et en bas des neurones corticaux. Donc vous voyez, on va exposer pendant plus d'une vingtaine de jours ces cellules pour que progressivement elles acquièrent une identité régionale. Donc ça va être ce qu'on appelle des progéniteurs régionalisés. Et une fois qu'on a ces progéniteurs régionalisés, on change une fois de plus le cocktail pour leur indiquer de faire des neurones. Et là, tout de suite, ils vont donner le bon type de neurones, dopaminergiques ou corticaux. Et vous voyez aussi sur ce dessin qu'on a de la chance parce que les progéniteurs régionalisés, comme ils se multiplient aussi, on peut les récupérer et les congeler. Et ça veut dire que quand on va vouloir démarrer un criblage, il n'y aura plus qu'à ensemencer directement ces progéniteurs dans les plaques de test, dans le milieu des neurones, et on aura les bons types de neurones après une vingtaine de jours. Donc, comme je vous l'ai dit, on a dressé l'automate et il est capable d'ensemencer ces neural stem cells, donc les progéniteurs régionalisés. Et ensuite, on va pouvoir suivre ce qui se passe dans les petits puits. Donc, au bout de 2 semaines, ces progéniteurs, ils vont commencer à former des bébés neurones qui ont une petite morphologie de neurones. Donc, si on regarde l'image du dessous, ils vont passer de la première vignette où ils forment des petits tubes à la deuxième vignette où on a des bébés neurones. Et vous voyez vraiment avec le marqueur Tujoine qui marque le cytosquelette qu'on a vraiment une morphologie différente avec des cellules qui ont des prolongements et qui commencent à essayer de se toucher les unes les autres. Et quand on peut monter des essais de criblage pour essayer de quantifier des effets sur la prolifération des progéniteurs, leur capacité à donner des petits neurones et la formation de ces petits prolongements qu'on appelle les neurites. Si on regarde 2 semaines de plus, ces neurones, ils ont bien maturé. Et ils ont commencé à former des synapses physiques, donc des vrais points de contact qu'on voit ici sur la 3e image, c'est les petits points orange
avec des marqueurs synaptiques. Donc vraiment, il y a des synapses physiques. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que quand ils continuent à se développer, je vais vous mettre la petite vidéo, voilà, on voit qu'ils sont vraiment capables de s'interconnecter les uns aux autres parce que ce qu'on voit sur la dernière image, ce sont des flux d'ions calciques que vous voyez passer d'une cellule à l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un contact chimique. Hein. Et je vous remets la vidéo. Si vous regardez bien, il y a comme des battements où toutes les cellules s'allument en même temps. Et ça, c'est vraiment une transmission chimique et électrique de tout le réseau, en fait, qui est capable de pulser en même temps. Donc on a bien des neurones qui ont une tête de neurones, qui se connectent comme des neurones et qui ont une activité électrique et chimique comme des neurones. Donc c'est des vrais neurones humains dans des plaques de criblage. Évidemment, l'idée, ça a été d'utiliser ça dans le contexte d'une maladie. Donc, on a choisi le syndrome de Phelan-McDermid comme première preuve de principe, sous l'impulsion du professeur Thomas Bourgeron, qui est académicien maintenant et qui travaille à l'Institut Pasteur, qui est le découvreur de la mutation génétique causale de ce syndrome et qui a été le premier à me contacter pour essayer d'utiliser notre modèle. Donc, c'est une maladie génétique rare qui est due à la mutation perte de fonction hétérozygote du gène SHANK3. SHANK3, il est sur le chromosome 22, et comme vous le voyez sur ce petit dessin, il y a un des deux allèles qui va être muté et qui va perdre sa fonction. Donc il n'y aura plus de protéine SHANK3 produite par cet allèle. Donc on va avoir une réduction de 50% de l'expression de cette protéine, donc c'est une haploinsuffisance. Et il se trouve que SHANK3 est une protéine qui est spécifiquement exprimée dans les neurones, notamment ceux du cortex, au niveau des synapses dites glutamatergiques, donc qui transmettent via le glutamate comme neurotransmetteur. SHANK3 est à la partie post-synaptique, donc dans le neurone récepteur, et c'est elle qui va contribuer à fixer les récepteurs au glutamate à la membrane. Donc quand on a une diminution de moitié des taux de SHANK3, on a moitié moins de synapses, enfin de récepteurs aux synapses glutamatergiques, et donc on a une transmission glutamatergique qui est fortement compromise et le développement chez ces enfants de syndrome de TSA, donc de troubles du spectre autistique, et une déficience intellectuelle, en plus d'autres symptômes. Alors pourquoi c'était si dur d'étudier SHANK3 avant c'est tout simplement que SHANK3 est spécifiquement exprimé par des neurones du cortex et pas par aucune autre cellule du corps humain. Donc si on n'avait pas de neurones réels, des vrais neurones, on n'avait pas d'expression de SHANK3 à étudier. Il n'y a évidemment pas de traitement spécifique de cette maladie, c'est juste des traitements symptomatiques pour essayer de gérer l'anxiété, de gérer les automutilations, on veut dire un petit peu tous les symptômes liés aux troubles du spectre autistique. Mais nous, on a essayé de réfléchir en se disant que vu que les symptômes sont dus à une diminution de la quantité de SHANK3, vu qu'il reste un allèle qui est parfaitement fonctionnel, peut-être que si on récupère un dosage correct de SHANK3 grâce à une molécule pharmacologique, alors peut-être qu'on pourrait rétablir l'activité des synapses glutamatergiques et peut-être améliorer les symptômes des patients. Donc pour chercher cette perle rare, on est parti d'une librairie de repositionnement, c'est-à-dire des médicaments qui sont déjà sur le marché, et on s'est restreint aux 200 médicaments avec une autorisation de mise sur le marché qui sont capables de cibler le cerveau et qui sont déjà utilisés pour des maladies pédiatriques, neurologiques ou psychiatriques. Parce qu'évidemment, les autres médicaments qui n'atteignent pas le cerveau ne nous intéressaient pas. Mais ça fait quand même déjà 200 molécules à tester. Donc pour pouvoir faire ce test avec le professeur Richard Delorme, qui est le chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital Robert Debré, on a prélevé des biopsies de peau de 4 enfants atteints du syndrome de Phelan-McDermid. On en a isolé les fibroblastes et on a fait la reprogrammation en cellules souches induites à la pluripotence de ces fibroblastes. Ensuite, on a appliqué sur ces cellules le protocole de différenciation en neurones humains et on a vérifié que tout se passait bien. Parce que forcément, c'était pas garanti qu'avec les neurones de ces patients, on allait pouvoir faire quelque chose de correct. Donc tout s'est bien passé. Une fois qu'on a eu ces neurones, on a miniaturisé les cultures, on les a mis dans les plaques 384 puits. Et comme je vous le disais, on a testé les 202 molécules dessus avec différents tests. Le premier test, ça a été un test à haut débit pour mesurer parmi ces composés, lequel était capable de augmenter la synthèse de l'ARN messager de SHANK3 à partir de l'allèle sain. Et parmi les molécules capables de faire ça, on a ensuite testé si
pardon, excusez-moi. Si effectivement ces molécules qui augmentent l'ARN messager étaient aussi capables d'augmenter la présence de la protéine à la synapse, donc en immunofluorescence grâce à des machines dédiées, et si elles étaient capables de rétablir le flux calcique comme je vous ai montré dans ces cultures. Alors j'ai fait l'histoire un peu rapide, mais sur les 200 molécules, on en a trouvé 2 d'efficaces, l'acide valproïque et le lithium. Et on a décidé de redonner le lithium aux patients pour lesquels on avait prélevé les échantillons de peau. On a choisi le lithium parce que par ailleurs, le clinicien a décidé que l'acide valproïque avait d'autres effets secondaires potentiels sur les enfants qui ne valaient pas le coup. Donc voilà, comme je vous le disais, une fois qu'on a identifié le lithium, on l'a redonné aux enfants qui avaient gentiment donné leur biopsie de peau. Ici, ce sont les résultats pour la première patiente. Donc le lithium a été introduit. Donc c'est une enfant à l'époque qui avait 14 ans, atteinte du syndrome de Phelan-McDermid avec des symptômes extrêmement graves, notamment les troubles du spectre autistique étaient vraiment très très prononcés. Donc on a introduit le lithium et on l'a suivi pendant 1 an avec différents types de tests. Un premier test qui mesurait ses accès maniaques et les automutilations, qui était fait par le psychiatre, et on voit qu'il y a une diminution des événements d'automutilation et d'accès maniaque après introduction à T1 et T2 du lithium. Et on a aussi évalué 2 échelles de réciprocité sociale, donc là c'est des échelles d'autisme pour parler simplement. La première, la SRS, Social Rating Scale, c'est les personnes qui entourent l'enfant qui doivent tous les jours quantifier sa capacité à interagir socialement. Et on voit qu'il y a une amélioration. Donc, l'avantage de cette échelle, c'est que c'est des mesures quasiment journalières, mais comme c'est les personnes qui s'occupent de l'enfant, elles peuvent être un petit peu biaisées forcément dans ce type de test. Donc, la deuxième échelle, c'est la dose, qu'elle a été faite moins souvent, puisqu'il y a eu une à temps 0 et une à la fin du traitement, mais c'est fait par le psychiatre, donc c'est un peu plus objectif, moins précis, mais plus objectif, mais on voit que sur les 2 échelles, il y a eu une amélioration. Donc c'est ce qui s'est reproduit avec les autres enfants. Et donc ça nous a motivés à faire un vrai essai clinique contrôlé, donc en aveugle contre placebo. Pour savoir si le lithium est effectivement efficace à améliorer la qualité de vie de ces patients et pour savoir si on va pouvoir l'introduire dans la pratique clinique courante, c'est-à-dire dans le PNDS, c'est vraiment les bonnes pratiques cliniques pour une maladie donnée. Donc ça a été financé par le PHRC. Donc ça, c'est l'équipe qui fait l'essai clinique. Thomas Bourgeron, je vous ai dit, qui a découvert la mutation. Donc moi qui ai découvert le traitement. Et Richard Delorme et Anna Marouani, qui sont les cliniciens qui suivent les enfants à Robert Debré. L'essai s'appelle l'ISFEM. Il sera sur 20, enfin il est terminé, on est en train d'analyser les résultats, mais il y a eu 22 patients traités avec le lithium ou le placebo. Donc voilà, donc c'est la conclusion, voilà, c'est pour ces travaux que j'ai obtenu le prix. Parce qu'ils répondent à pas mal de problématiques de remplacement de l'animal dans un contexte de recherche. Ils nous ont permis de remplacer l'animal dans les premières étapes de modélisation de certaines maladies du système nerveux central, donc ça c'est très important. Remplacer l'animal pour la sélection à haut débit de traitements pharmacologiques personnalisés, avant éventuellement de les donner directement aux patients quand on a fait le criblage sur des molécules de repositionnement. Mais on peut imaginer, si on a des nouvelles entités chimiques, qu'ils peuvent aussi remplacer l'animal pour la sélection préliminaire des hits, donc de candidats médicaments, même si bien sûr il faudra ensuite faire les tests de toxicité pour l'instant sur des animaux parce qu'on n'est pas capable d'évaluer la toxicité d'une nouvelle entité chimique in vitro pour le moment. Mais ça peut quand même remplacer beaucoup d'animaux dans la sélection de ces molécules. Et ça peut quand même remplacer les animaux dans une certaine mesure pour voir la toxicité primaire des nouvelles entités chimiques, parce que si elles sont toxiques sur des neurones, on les verra tout de suite. Ce qu'on ne pourra pas évaluer, c'est la toxicité sur d'autres organes ou la toxicité des métaboliques.
On a aussi, ce qui est très intéressant avec ce travail, fait une preuve de principe qu'on pourrait introduire cette méthode pour une médecine de précision, une médecine personnalisée des troubles neurodéveloppementaux, notamment des troubles du spectre autistique. La médecine personnalisée, c'est l'idée selon laquelle la pratique clinique doit reconnaître et accepter les caractéristiques uniques de chaque patient, notamment son background, son environnement génétique et sa façon de répondre aux médicaments, et donc chercher à individualiser les soins offerts. Et donc, on pense que les cellules souches pluripotentes et ces méthodes de différenciation, elles peuvent s'inscrire dans ce contexte-là. Et typiquement, pour les troubles du spectre autistique, on est passé d'un raisonnement où on voulait trouver une molécule qui soignerait l'autisme avec un grand A, et on se rend compte qu'en fait, non, il y a différents types d'autisme, qu'il va falloir séparer les patients en différents groupes pour pouvoir leur donner le traitement personnalisé pour chaque groupe, comme on a fait pour le syndrome de Phelan-McDermid, où la classification, c'est mutation CHANK3. Et les cellules pluripotentes, elles vont pouvoir nous aider à trouver des biomarqueurs pour essayer de stratifier ces patients, donc de former les groupes, parce qu'on peut analyser à grande échelle la protéomique, la métabolomique, les transcriptomes de ces cellules, donc vraiment essayer de trouver des biomarqueurs pour ensuite classer les patients. Et une fois qu'on a classé les patients, en créant le bon modèle, on peut, toujours aux cellules souches pluripotentes, essayer de trouver de façon précise un traitement pour ce groupe de patients. Évidemment, c'est aussi une méthode qui est intégrée dans la méthodologie 3R pour remplacer les animaux, et c'est même une recommandation maintenant de la FDA américaine dans son FDA Modernization Act 2, donc qui définit les pipelines de découverte de molécules précliniques, où est suggéré d'ajouter le modèle cellules souches pluripotentes des patients, voire de l'utiliser en remplacement des souris, pour pouvoir déterminer dans quelle mesure les groupes de patients répondent correctement aux médicaments. Parce qu'en fait, et c'est vrai, lorsqu'on travaille sur des lignées cellulaires type ELA ou sur des souris, on a une diversité de réponses qui est due à la variation expérimentale, mais qui ne tient pas compte de la variabilité génétique en fait des individus qui vont recevoir le médicament. Donc la FDA maintenant suggère de plutôt passer par des étapes de modélisation avec les IPS pour créer des sortes de villages d'IPS. Et en gros, faire des sortes de petits, comme on a fait des essais cliniques miniatures dans les boîtes de pétri avant tout autre processus pour valider les médicaments. Il faut savoir que la FDA, pour les molécules de repositionnement, ainsi que pour certaines technologies innovantes, ne demande plus forcément le passage par un animal si la toxicité s'avère faible. On peut passer directement au patient. La preuve d'efficacité sur IPS est suffisante. Et l'évolution de toutes ces technologies, là, tout ce que je vous montrais, ce sont des cultures adhérentes en 2 dimensions, donc c'est très bien, c'est déjà très pertinent. Mais évidemment, ce qu'on aimerait, c'est modéliser un peu plus la complexité du cerveau en 3 dimensions et les différents sous-types cellulaires qui le composent. Donc se développe dans le domaine ce qu'on appelle les organoïdes. Au lieu de travailler en 2 dimensions, on va faire les différenciations en 3 dimensions pour former des petites boules qui vont essayer de récapituler la complexité d'une aire cérébrale. Mais déjà, c'est des processus pour le moment qui sont très très longs. Il faut plus de 100 jours, donc entre 3 et 4 mois pour obtenir les organoïdes vraiment matures. Et puis, ça reste des grosses structures assez hétérogènes. Et nous, si on veut les amener à l'automatisation pour le criblage de médicaments, va falloir qu'on travaille sur les processus pour avoir des organoïdes plus homogènes et répétables. Il va falloir qu'on travaille sur leur taille, comme je disais, les miniaturiser, parce que quand ils font presque 1 centimètre, ils ne rentrent pas dans les petits puits. Et puis on se pose les questions d'accessibilité des molécules à tester dans ces boules assez compactes. Donc on pense qu'il faudra peut-être les perfuser grâce à la microfluidique ou peut-être vasculariser l'organoïde. Et bien sûr, il faudra faire toutes les étapes d'automatisation des procédés et développer les techniques d'analyse en 3 dimensions. Voilà, donc là c'est une partie des équipes qui ont travaillé sur ce projet, parce que c'est moi qui ai reçu le prix, mais c'est au nom de beaucoup de personnes qui travaillent sur toutes ces technologies. Et voilà, je remercie aussi évidemment nos collaborateurs cliniciens.
et tous les fondateurs et les souteneurs logistiques et financiers de ces travaux, sans qui tout ça ne serait pas possible. Et voilà, j'ai terminé. Donc, je vais essayer de quitter le partage. Voilà. Et du coup, je peux prendre des questions s'il y a des questions. Tout d'abord, merci beaucoup. C'était vraiment, pour moi en tout cas, ça a été très clair. J'espère que pour l'ensemble de ceux qui ont suivi ce séminaire, donc ça a été le cas aussi avec beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai que j'avais lu vos travaux avec attention au moment du prix. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre travail et pour cette présentation. Qui intervient là? Donc, vous pouvez vous présenter? Bien sûr, Elisabeth. Oui, d'accord. J'ai pas d'affiliation à qui que ce soit. Je suis une particulière, lambda, très intéressée par le sujet. Et j'ai une question en rapport avec les maladies neurologiques du sommeil. Est-ce que cette méthode que vous avez mise en place, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé pour les maladies du sommeil, type hypersomnie, narcolepsie? Alors, en théorie, oui. Oui. La limite, c'est de savoir quel réseau de neurones il faut modéliser. D'accord. Et est-ce que le trouble du sommeil est d'une cause propre aux cellules, c'est-à-dire pas une cause de l'environnement de l'individu, parce que ça, dans la boîte de Petri, on ne pourra pas le modéliser. Donc, ça a des troubles du sommeil plutôt d'origine génétique. Et après, alors c'est quelque chose qu'on va essayer de faire avec les équipes de l'hôpital Robert Debré, puisqu'on a une équipe qui est spécialiste des troubles du sommeil chez l'enfant. Donc on va essayer cette modélisation et la première étape va être donc de savoir quels neurones on fait et de les enregistrer comme je vous ai montré pour voir s'il y a des différences entre des neurones sains et des neurones issus de ces enfants. Et s'il y a une différence, alors si on dit qu'on phénocopie la maladie, c'est-à-dire si on arrive à reproduire cette différence in vitro, alors on peut cribler les médicaments. Et si malheureusement on n'y arrive pas parce que la cause elle est externe, là c'est la limite. D'accord, très bien, je vous remercie beaucoup. Philippe. Oui, bonjour et bravo, puisque c'est à la fois un travail très intéressant et puis qui reflète aussi la persévérance, et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on voit sur les méthodes nouvelles et les méthodes alternatives, c'est que ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça se fait avec une certaine durée pour arriver étape par étape en fait. J'avais une question qui était liée au fait que moi j'ai de responsabilité dans Francopa, mais je suis aussi en charge d'une plateforme sur la validation de méthodes d'essai pour voir les effets des perturbateurs endocriniens. Et il se trouve qu'on travaille sur des développements de neuroprogéniteurs et que l'on a des problèmes que l'on n'a pas réussi à résoudre à partir de cellules d'IPSC. Donc, c'était une équipe qui avait commencé à travailler un peu comme vous le racontez, c'est-à-dire à partir de cellules prélevées chez des fœtus. Et puis pour des raisons de quantité et d'éthique, vous avez bien mentionné les deux sujets qu'on a rencontrés. Il a fallu passer à autre chose. Le but, c'était très très en amont de ce que vous faites. C'était simplement pour voir quel était le développement tout à fait au départ des neuroprogéniteurs quand ils sont en boule, avant qu'ils se différencient. Donc, première tentative de passer par des lignées cellulaires traditionnelles, ça a échoué. Et ensuite, l'équipe est en train maintenant de passer à des cellules provenant d'IPSC. Et il y a un problème qui apparaît, et je voulais savoir si c'est un problème fréquent, un problème que vous rencontrez, c'est que la sensibilité des cellules qui ont été reconstruites comme ça n'est pas bonne par rapport à ce sur quoi on avait travaillé, c'est-à-dire un certain nombre de substances dont on avait vu sur les neuroprogéniteurs prélevés que ça altérait effectivement le développement des neuroprogéniteurs. Donc,
je voulais savoir, un, si c'était fréquent, deux, comment on pouvait faire pour vérifier quand on a reconstitué, si je puis dire, des cellules, on avait la même sensibilité aux différentes agressions extérieures qu'il peut y avoir. Oui. Alors, ça peut arriver parce que, comme je disais, ça reste de la modélisation in vitro. Et sur les IPS, il y a deux choses qui peuvent un peu bousculer tout. C'est lorsqu'on fait la reprogrammation, d'abord, on peut garder des empreintes épigénétiques qui vont du coup changer comment les cellules réagissent. L'autre chose, c'est qu'on travaille avec des milieux de culture qui sont blindés d'agents protecteurs pour qu'elles se comportent très bien en culture. Et ce milieu de culture, il peut artificiellement protéger contre des agressions externes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est pour ça que je vous l'ai dit, on continue à travailler avec les cellules souches embryonnaires humaines, qui, elles, n'ont pas de problème d'épigénétique, pour être sûr d'avoir le modèle physiologique de développement. Et éventuellement, on modifie les milieux de culture quand on expose à la toxine, pour être sûr que le milieu de culture en lui-même, qui est très protecteur, plein de sucre, plein d'antioxydants, ne protège pas artificiellement les cellules. Donc c'est encore un travail. Faut savoir que nous, on a travaillé sur l'exposition aux androgènes dans le cadre de l'autisme. C'est un projet un peu pareil et qu'effectivement, on a modifié les milieux de culture pour ne pas masquer un effet des androgènes. Et on a travaillé avec les cellules souches embryonnaires et pas avec les cellules IPS. Oui, bon, bah voilà. Merci, ça correspond tout à fait à... Bon, enfin... Sinon, la solution, du moins les pistes sur lesquelles il faut aller. Oui, il faut toujours adapter un peu le milieu de culture parce qu'il faut savoir que ça reste des conditions que nous, on invente et qui sont toujours très protectrices parce qu'on veut absolument que les cellules aillent bien. Et dans certains cas, bah, forcément, ça peut masquer quelque chose, en fait. Hein. Ok, merci. Voilà. Bon, moi j'ai deux questions. La première, ça concerne un peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'impact des composés environnementaux, des polluants environnementaux en particulier, sur le développement de l'autisme. On l'a beaucoup mis en avant, en particulier donc certains perturbateurs endocriniens, des pesticides, les phtalates, enfin bon, donc un certain nombre de composés environnementaux qui agissent pendant la vie embryonnaire, donc pendant la période fœtale et qui peuvent ensuite avoir ses conséquences. Est-ce que vous... Mais par contre, on a peu de données, disons, mécanistiques, hein, donc sur les effets de ces composés environnementaux. Donc, on a surtout des données cliniques, hein, et des suppositions, en fait, donc à travers des études épidémiologiques, et ce qui veut dire que la causalité est souvent difficile à mettre donc vraiment en avant. Est-ce qu'à travers ce que vous nous avez montré, vous avez cherché à étudier les effets donc associés, en tout cas, donc une mutation génique comme c'est le cas du syndrome que vous étudiez, avec des molécules pouvant aggraver des pathologies de ce type. Est-ce que vous pouvez faire ça dans le cadre de vos recherches, de vos études? Alors on peut complètement le faire et c'est ce que Thomas Bourgeron essaye de faire. En fait, pareil au sein de l'IHU innovante, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'identifier dans les troubles du spectre autistique les facteurs qu'on dit de vulnérabilité ou de résilience. C'est-à-dire dans une situation donnée, pourquoi un enfant va développer un trouble du spectre autistique ou pourquoi il ne le développe pas. Et par exemple, on travaille avec la dépakine, l'acide valproïque, qui induit... Alors là, par contre, si on met de l'acide valproïque sur nos cellules progénitrices, elles sont très peu contentes. Donc on modélise bien cet effet, mais qu'est-ce qui fait que certains enfants développent ou ne développent pas la pathologie? Et ça, on peut l'adresser parce que justement, on peut travailler sur la génétique en fait des enfants. On peut avoir, si on a une population, je sais pas comment vous expliquer, mais on a vraiment le fond génétique de chaque enfant. Donc si cliniquement il a répondu ou pas répondu, ou il a développé un trouble ou pas, on peut ensuite aller creuser pourquoi, quels sont les facteurs protecteurs ou aggravants en fait de la chose. Alors
c'est pas pour les perturbateurs endocriniens ou quoi, mais on a une étude un peu similaire inverse pour les troubles bipolaires. En fait, les patients atteints de troubles bipolaires, c'est une classification clinique, hein, c'est une alternance de phase maniaque et dépressive. La molécule de choix, c'est le lithium, et il n'y a que 30% des patients bipolaires qui répondent au lithium, et on ne sait pas pourquoi. Les autres ne répondent pas et on n'a pas forcément de solution médicamenteuse à trouver tout de suite. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé une cohorte de patients bipolaires cliniquement, certains répondant bien au lithium, d'autres ne répondant pas. Et en fait, on a montré qu'in vitro, on reproduit au niveau des neurones cette réponse. Donc ça va nous permettre d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes répondent et d'autres non, avec leur fond génétique. Et par effet ricochet, de trouver des molécules qui vont être efficaces chez les non-répondeurs. Donc on peut combiner la diversité génétique avec l'exposition à une molécule et voir s'il y a un effet ou pas. Oui, c'est tout à fait intéressant parce que donc ça permet aussi pour des molécules, là, la dépakine, c'est l'acide valproïque, Oui. c'est un médicament, mais là, ce que j'évoquais, c'était des composés de l'environnement et pour lesquels donc il faut avoir le maximum d'arguments et ça peut apporter des arguments vraiment très importants. On avait un programme qui s'appelait TocSec, par exemple, comme ça, qui a été fondé par l'Europe. Oui. En Europe, on a eu un financement TocSec, en fait, financé par l'Europe pour mettre en place justement ces tests. Là, c'était très axé médicaments ou pesticides. Mais les perturbateurs endocriniens, comme je vous le disais, nous, on a testé les androgènes, qui sont donc les hormones classiques humaines. Mais en fait, ce qu'on a pu faire, c'est traiter les neurones que je vous ai montrés avec différentes doses d'androgènes. Ils vont très bien. Par contre, on peut faire l'étude du transcriptome, donc de l'expression des gènes, et on voit que ça modifie des gènes qui sont par ailleurs connus pour causer l'autisme. Donc, on pense que du coup, c'est pour ça que certains garçons développent des troubles du spectre autistique, parce que les androgènes aggravent une situation qui était déjà fragile, en fait. Donc voilà, on peut envisager de faire le même type d'étude avec des pesticides ou des perturbateurs endocriniens. Ma deuxième question, ça concerne le développement des organoïdes. Donc, on a eu des séminaires organisés par Francopa et Francopa et l'Opal aussi en association sur donc les applications concernant les organoïdes et les tumoroïdes aussi. Tumoroïdes enfin, c'est un peu la même démarche que celle que vous envisagez, c'est-à-dire personnaliser en fait donc donc des tumeurs pour des individus bien précis, donc personnaliser les traitements. Et donc ça a l'air donc assez donc développé actuellement ces approches, en tout cas à l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy, sans doute aussi ailleurs. Donc, est-ce que ça serait pas bien pour vous, si vous voulez donc vous rapprocher de cette donc avec les organoïdes que vous développez, de voir comment ils s'y prennent pour ça. Je pense que vous avez des relations avec eux. Oui, on travaille beaucoup avec eux. Après, c'est vrai que les tumoroïdes, c'est différent parce que reconstituer la tumeur va plus vite et les structures sont plus petites. Oui. Donc et quand c'est plus petit, ça a l'air de rien, mais déjà c'est plus facile à mettre dans des plaques. Et pour les études ensuite au microscope et tout, une petite structure en 3D, c'est quand même plus facile. Nous, les gros organoïdes, ils sont tellement gros, ça ressemble vraiment c'est la taille d'un petit cerveau de souris, quoi. Donc ça veut dire que pour les analyser, pour l'instant, il faut les découper, vous voyez, on n'a pas forcément accès à l'intérieur. Donc on est en train de développer les techniques qu'on appelle de transparisation. Donc pour rendre le tissu transparent et pouvoir l'analyser sans le découper, ça accélérerait quand même le processus. Mais c'est vraiment, il y a un mur en fait entre le domaine des tumoroïdes qui est très en avance parce que entre guillemets ça reste quand même plus facile. Mais c'était déjà pareil en 2D. Hein. Les cellules, et là, c'était des cellules de cancer. C'est les premières cellules qui ont été mises en culture au monde. C'est bien parce que c'était quand même plus facile. Mais on s'inspire d'eux et les technologies, notamment de microscopie 3D et tout, sont aussi en évolution grâce au domaine des tumoroïdes qui était en avance en fait.
Et nous, du coup, c'est quand même plus facile. On part de ça et on implémente sur ce qu'ils font, en fait. Oui, Mais bien oui, sûr. on travaille déjà comme avec ça, oui, c'est comme ça qu'il faut travailler. Bon, je sais pas, s'il y a d'autres questions. Laure, à travers ce que tu vois à l'ECA, il y a des approches comme ça? On est pas aussi pointu, on reste quand même axé et on essaye d'augmenter l'utilisation des tests vitro, etc. Mais tant que la réglementation reste axée sur des résultats de vivo, l'acceptabilité de tous ces types de tests est discutable. Donc, mais Après, c'est vrai le que premier les choses travail, changent. Hein. Pour la réglementation, le fait que la FDA, dans certains cas de figure, notamment maladies ultra rares, etc., accepte qu'il n'y ait plus de passage par l'animal, ça fait que je pense que l'Europe va à un moment, comment dire, enchaîner. Oui, certainement. Alors, c'est des cas particuliers, hein, c'est pour les maladies ultra rares, pour lesquelles il n'y a pas de modèle animal. C'est pour certaines technologies, notamment ce qu'on appelle les technologies basées sur l'ARN, en fait, pour lesquelles il n'y a pas de toxicité, on va dire, de l'ARN. C'est vraiment ciblé. Il faut une preuve d'efficacité, mais on n'a pas d'inquiétude de toxicité. C'est tout à fait accepté maintenant. La FDA accepte de mettre sur le marché si la preuve d'efficacité est faite avec les IPS de patients. Faut pas qu'il y ait d'inquiétude sur la toxicité, en fait. Pour l'instant, le problème réglementaire, c'est plus l'inquiétude toxique. Donc, pour tout ce qui est déjà molécules sur le marché, c'est cool quand même. Et toutes les technologies ESO, donc tout ce qui est basé sur l'ARN messager anti-sens ou sens, la FDA l'accepte maintenant. Y compris pour les vaccins? Les vaccins, je ne pense pas, parce que comme on fait appel à la réponse immunitaire, c'est encore autre chose. Les technologies ARN dont je vous parle, c'est typiquement, par exemple, nous, on travaille sur un modèle d'épilepsie. C'est un canal qui n'est pas synthétisé. On délivre l'ARN pour coder ce canal. Et c'est en FDA, on est passé via la FDA parce qu'il n'y avait pas besoin de tests sur animaux. Donc, les premiers essais cliniques, ils seront aux États-Unis, pas en Europe. Ouais. Mais les vaccins, c'est différent. Il faut mobiliser vaccins, tout le système immunitaire. C'est ce que je vous disais. Il y a quand même des choses, pour l'instant, on ne sait pas mobiliser le système immunitaire de quoi que ce soit bien sûr. in vitro. Enfin, il faut accepter les limites. Il y a des limites. Il y a des choses qui se font quand même actuellement pour voilà, mais pour l'instant, effectivement, il y a des choses. La toxicité générale d'une molécule, comment elle va être métabolisée par un organe et potentiellement toxique sur un autre. Pour l'instant, même avec les organes sur puce, c'est un domaine actif, mais c'est pas assez abouti pour se dire pas de souci, on passe chez l'humain. Oui, bien sûr. Oui. On a une dernière question de Madame Aubrier. Oui, bonjour. Moi, je suis présidente d'une association, d'un groupe de travail qui s'appelle Transscience, qui est axé sur le remplacement des animaux dans les procédures expérimentales. J'ai un problème de caméra, donc j'espère que vous m'entendez bien. Oui, au niveau du son, bien, ça va. Oui. Oui, je voulais juste revenir justement sur ce qui avait été dit sur les tests réglementaires et je pensais aux tests précliniques, juste pour abonder. Effectivement, le docteur Benchoua parlait de la FDA. Et en Europe, on est toujours un petit peu en retard, mais c'est vrai que l'Agence européenne du médicament travaille déjà depuis plusieurs années sur la question de l'acceptabilité dans le cadre des tests précliniques justement des organoïdes sur puce. Donc là, on est même sur puce, mais voilà. Et que en France, l'ANSM a créé un groupe de travail spécifiquement sur cette question depuis maintenant à peu près 3 ans. Sur justement, il y a eu beaucoup d'auditions de start-up, même d'équipes de Sanofi, etc., qui travaillent sur les organoïdes sur puce et sur cette question justement de l'acceptabilité, pardon. Mais c'est vrai que c'est plutôt la réglementation qui est compliquée à faire bouger parce que les techniques avancent bien, le milieu scientifique avance bien, mais par contre au niveau de la réglementation, il y a vraiment des freins, des complexités administratives. Enfin, c'est là où ça risque un peu de freiner, mais c'est en route aussi en Europe. Un peu en retard sur la FDA, mais c'est en route également.
Voilà, c'était juste le petit complément que je voulais faire. Après, c'est vrai que je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je me mets à la place des législateurs. Si malheureusement ils acceptent et qu'il y a une molécule qui arrive sur le marché, qui est une catastrophe sanitaire, on leur reprochera toujours d'avoir été trop rapide. Donc ils sont vraiment pris entre deux feux. Oui, Oui. c'est le problème de la... Voilà, Oui. je me Enfin, fais en même temps, l'avocat il y a- du diable. Hein, Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi eu beaucoup de enfin, il y en a quand même eu un certain nombre de catastrophes sanitaires avec l'expérimentation Tout à animale. fait. Hein, donc, Oui, mais on c'est vrai peut que aussi. non, Voilà, mais moi oui. je suis d'accord avec vous, mais voilà, je me mets à la place des législateurs et je pense qu'ils sont frileux en disant, en gros, quand on garde un vieux système, on est critiqué, mais on sera toujours moins critiqué que s'il y a une catastrophe et qu'on a été à l'origine d'un changement. En fait, Même si je suis complètement d'accord qu'il y a eu... Enfin, c'est pour ça aussi qu'on travaille notamment au niveau du cerveau sur des cellules humaines, c'est parce que les souris, dans une certaine mesure, ne sont pas prédictives parce qu'elles ont juste pas un cerveau d'humain. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, ça semble évident. Mais... Voilà, c'est pas... Et donc voilà, oui, c'est pas forcément prédictif. Mais je pense que le législateur est frileux, ça reste des hommes politiques. Hein, donc, oui, puis c'est aussi en Europe, il y a aussi la question, enfin quand on parle un petit peu avec effectivement les personnes, les agences réglementaires, il y a aussi la question, on est 27 États. Il y a aussi la transposition ensuite avec des cultures, enfin avec des cultures différentes, des applications différentes. Enfin, il faut arriver à mettre tout le monde d'accord. Donc, c'est aussi interne à l'Union européenne, hein, qui complique un peu les choses aussi. Par exemple, on le voit hein, pour les tests, par exemple, qui sont pourtant maintenant reconnus. Les tests pyrogènes, où il y a vraiment des tests alternatifs, etc. Il y a un processus de 5 années pour arriver à retransposer ça en réglementation européenne. Alors qu'on pourrait se dire, une fois que le test, ça y est, c'est OK au niveau scientifique, bon, ben voilà, mettons en 1 an, ça va se faire. Et puis finalement, c'est extrêmement long. Donc là, il y aurait peut-être des choses à voir aussi sur ce fonctionnement-là. Mais c'est hors de notre propos aujourd'hui. Mais... Ah ben donc, c'est pas du tout hors de notre propos, c'est toute la problématique de la validation des tests qui, depuis toujours extrêmement longue. C'est pour ça que nous avons créé en France la plateforme Paper dont a parlé tout à l'heure Philippe Hubert, puisqu'il la préside et dont il est directeur. Justement pour faire en sorte que ça aille plus vite le développement de ces tests, et en particulier in vitro, puisque les GVAM mettaient 10 ans avant de sortir un test qui puisse être ensuite passé dans les normes. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour faire en sorte que ça aille plus vite. Mais malgré tout, cette période de validation, parce que quand on a développé une méthode comme Alexandra Benchouar l'a montré, ça suffit pas. Il faut que d'autres laboratoires soient capables de la reproduire dans les mêmes conditions avec les protocoles qui ont été développés dans le premier laboratoire, si je peux dire. Donc ça prend du temps, ça. Ça prend du temps, ça peut pas se faire d'un claquement de doigts. Et c'est ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. Après, on aura peut-être l'économie pour nous, parce que comme je vous disais, pour l'épilepsie, on a travaillé avec un industriel français qui a tout développé en France, mais qui a été faire le test clinique aux États-Unis, parce que du coup, ça allait plus vite et qu'il n'y avait pas besoin de validation sur les animaux. Donc, je me dis peut-être ça va un petit peu titiller aussi le législateur qui va se dire... de la validation des tests in vitro comme ceux que vous Oui, mais c'est vrai que pour c'était ça, c'était pas sur l'animal. Le législateur va peut-être aussi se dire qu'il y a une perte économique potentielle. Donc peut-être ça va un petit peu booster les choses. Je pense que malheureusement, l'argent reste le nerf de la guerre. Ça va peut-être... Je crois que Muriel Aubrier voulait... Je voulais juste un tout petit peu compléter. Je suis désolée, je rebondis un peu sur la question économique. Comme vous disiez, Madame Marano, effectivement, il est vrai qu'il y a des choses qui se mettent en place pour accélérer les processus, mais comme le dit aussi le Dr Benchouia, le moteur de la guerre, c'est vraiment le côté financier. Et ce qu'on peut vraiment déplorer, c'est qu'au niveau des budgets qui sont octroyés, par exemple au niveau de l'Union européenne,
sur un certain nombre de projets sur les alternatives, en tout cas les tests réglementaires, il n'est jamais prévu dans le budget la partie financement de la validation. Ouais. Donc ce qui fait que on a des gros projets avec des gros, enfin quand même des moyens, enfin assez conséquent, on peut dire, pour aider au développement, à la recherche de tests alternatifs. Et puis ensuite, quand il y a la phase de validation, comme vous le disiez, l'ECVAM était complètement débordé, le réseau NetVal est pas suffisamment étoffé, il n'y a pas suffisamment de laboratoires, et puis surtout ces laboratoires-là, ils n'ont pas un grand intérêt financier, il n'y a pas d'innovation, etc., à faire à travailler sur enfin ce que j'appellerais la prévalidation. C'est pas tout à fait de la prévalidation, mais et il y a vraiment ce souci de faire comprendre aux autorités européennes également que quand on prévoit un budget pour de la recherche sur du test réglementaire, il faut aussi prévoir du budget pour la phase d'après sur la validation. C'est ça, on voit bien qu'il y a des tas de choses dans les tuyaux, si je peux m'exprimer familièrement, et qui attendent parce que il n'y a pas les moyens pour valider, quoi. Enfin, pour vérifier effectivement comment dire, la pertinence, enfin je ne sais pas quel mot employer, de tel ou tel nouveau test, et ça c'est un vrai problème. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, mais je ne sais pas si Philippe Hubert est encore là connecté, mais donc non, il est parti. Pour Paper, c'est ce qu'on a réussi à obtenir, c'est-à-dire qu'il y ait un financement pour inciter les laboratoires qui interviennent dans le cadre de cette étape de prévalidation, il y ait un financement pour ces laboratoires. Et ensuite, donc ça a permis, en tout cas, dans le cadre de ces méthodes in vitro pour disons, l'évaluation des perturbateurs endocriniens, ça a permis quand même d'avancer, enfin d'aller plus vite dans le développement de quelques tests qui ont été soumis à l'OCDE et qui pourront peut-être devenir des lignes directrices du coup. Je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose là. Moi, sur le sujet, je dirais qu'il y a effectivement le développement des... Alors, je parle ici pas de tests de remplacement pour les médicaments, mais plus pour les polluants. Les produits chimiques, oui. Pour les produits chimiques. Ben, oui, en fait, Paper travaille uniquement sur les produits chimiques, d'ailleurs, pas les médicaments. Il y a donc il y a tout le questionnement actuellement sur la validation et la standardisation de nouvelles méthodes. Mais parallèlement à ça, il est absolument nécessaire que la partie réglementaire évolue en parallèle pour pas arriver, en tout cas de se poser des questions. Donc, on est actuellement à une époque un peu charnière au niveau de l'évaluation des risques réglementaires, avec un changement de paradigme qui est en cours de réflexion. Et ce changement de méthode d'évaluation va certainement appeler au fait qu'on regarde pas plus tout à fait, ou en tout cas des critères supplémentaires par rapport à ce qui est requis actuellement. Donc, je pense en arrière-plan à REACH actuellement. Et ce qui veut dire que développer et standardiser, valider des tests, notamment à l'OCDE, c'est un des questionnements. Mais si vous regardez la liste, il y a actuellement beaucoup de tests lignes directrices qui sont validées à l'OCDE, qui sont disponibles pour l'évaluation des produits chimiques. Mais en réalité, il y en a très peu parmi elles qui sont effectivement utilisées et produites pour valider pour la mise sur le marché de produits chimiques. Donc, ce qui veut dire qu'on a toute une batterie de tests qui sont standardisés, validés au CDE, qu'on ne sait pas utiliser ou en tout cas qui ne sont pas requis au niveau réglementaire et qui sont dans la liste et qui, en poussant un petit peu le bouchon, qui ne servent à rien ou en tout cas à pas grand-chose. Et il faut absolument éviter, je pense, qu'on arrive à une même situation avec toutes ces méthodes qui sont en cours de développement, toutes ces NAM. Et donc, il faut, à mon sens, avoir un développement en parallèle et une réflexion en parallèle entre la validation et la standardisation de nouvelles méthodes de test et
ce qu'on veut vraiment réussir à faire au niveau caractérisation des dangers des produits chimiques. Donc, il faut que les deux réflexions se fassent en parallèle pour éviter de développer des tests qu'on ne va pas savoir utiliser ou de se retrouver à contrario avec des requis réglementaires pour lesquels on n'aura pas de test en face. Donc, il y a vraiment une cohérence et une concomitance à avoir sur ces deux réflexions-là. Oui. Et puis, dernier point, je voulais parler d'un projet qu'on anime et qu'on coordonne qui s'appelle NamWise, qui est un nouveau projet qui était financé par qui est un projet Horizon Europe, qui a pour objectif de coordonner l'ensemble des projets produits chimiques et produits pharmaceutiques confondus pour améliorer la validation et l'implémentation des NAM. Donc, c'est un projet pour lequel on va regarder comment c'est fait et quels sont les projets qui sont en cours concernant les produits chimiques. Donc, je pense à Parc, à Aspis, par exemple. Et comment c'est fait aussi au niveau produits pharmaceutiques. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où les produits chimiques et les produits pharmaceutiques devraient se rencontrer et devraient développer des méthodes qui soient les mêmes, ou en tout cas une convergence de ces méthodes et de ces deux univers. C'est très intéressant ce que tu viens de dire et très important. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, le projet Parc en particulier, je ne sais pas si tous ceux qui sont en ligne sont au courant de ce que c'est que ce projet Parc. Tu peux peut-être en dire 2 mots? Alors, c'est un gros projet européen qui dure 7 ans, avec pratiquement une somme insensée de partenaires, dont l'ANSES, donc l'agence française, est coordinateur et qui présente différents volets d'évaluation. Alors, c'est axé notamment sur les produits chimiques avec un work package qui vraiment est dédié à l'implémentation des méthodes alternatives au DNAM et à travailler sur leur acceptabilité réglementaire. Et après, il y a tout un tas beaucoup d'activités sur la validation, sur des endpoints particuliers et notamment la connaissance sur les effets des PFAS, etc. Enfin, très varié, un très gros projet européen. Avec en plus une étude, enfin disons une évaluation européenne de biosurveillance, c'est-à-dire oui. Ça c'est très important, quelles sont les imprégnations de la population européenne vis-à-vis de toute une série de molécules chimiques et qui pourraient ensuite permettre d'avoir une idée plus claire de cette relation avec des diverses pathologies, et on peut imaginer que cette problématique aussi de l'autisme puisse progresser en relation justement avec ces études d'imprégnation par la suite. Et moi, je suis vraiment persuadée qu'il faut relier toutes ces approches pour avoir ensuite une bonne évaluation des risques. C'est absolument nécessaire, il ne faut pas se contenter juste d'une approche, ça c'est une évidence. Je pense qu'on a dépassé de 15 minutes. Oui, mais c'était passionnant. Oui, c'était passionnant. Et c'était très intéressant. Alexandra, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on puisse mettre votre diaporama sur le site de Francopa? Ah oui, il n'y a rien de confidentiel. Il n'y a pas de problème oui, tout est déjà publié. C'est publié, donc il n'y a pas de souci. Pas de souci. Pour qu'on puisse le mettre.
Bien, ben, encore merci et encore bravo. Je vous prie. Merci pour votre invitation et merci pour le prix, du coup. Oui, oui, je ne savais, c'est vrai, je n'avais pas réalisé que vous travailliez avec Thomas Bergeron, qui est un de mes collègues à l'université Paris-Cité et que je pense que j'ai dû participer à son jury de recrutement il y a bien longtemps. C'était un très bon recrutement. C'était un très bon recrutement, oui. Oui. Si, pour être honnête, il n'y aurait pas eu Thomas, il n'y aurait pas eu tous ses travaux sur l'autisme, parce que c'est vraiment lui qui est venu me chercher. Oui, il avait vu une présentation, il dit faut qu'on fasse quelque chose, et voilà. Et l'histoire en est que maintenant on a un IHU et des essais cliniques et que. Oui, c'est vraiment très 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 magnifique comme en fait interaction entre différentes compétences en plus, parce que lui c'est vraiment un généticien pur et dur. Ouais, de très haut niveau. Oui, de très haut niveau et qui était, donc était formé à l'université Paris-Cité. Hein. Enfin maintenant, il était formé à Paris 7. Hein. Donc, moi, je suis de Paris 6, hein, vous voyez, pourtant on aurait pu se détester. En fait, c'était l'élève de Marc Pelouse que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Voilà. Bon, merci beaucoup et puis à bientôt. Si vous avez besoin de quoi que ce soit ou de questions, de toute façon, pas de souci, vous mettez un message. Merci à tous les participants. On est allé jusqu'à presque 20. C'est pas mal. Merci. Bon, au revoir. Au revoir, Laure. Bonne journée. Au revoir.